toujours sur RBS le 91.9. Désormais, il est l'heure de fin de séance, l'émission qui regarde le cinéma dans les yeux. La Maison Blanche passe en direct. Mes très chers compatriotes, c'est un grand jour pour le monde entier. Il est profondément émouvant de savoir qu'il y a des êtres intelligents dans l'univers. Des extraterrestres. Et le monde qui vous est familier ne sera plus jamais le même. Quand vous y croirez. Des Martiens. Venez sur Terre, je vous en prie. Quand vous aurez surmonté votre peur. Les annihiler, les tuer. Il ne faut pas qu'on s'emporte. Vous serez invité Ça va? Ça t'intéresse, la Maison Blanche? à rencontrer une nouvelle civilisation. Ce qui est vraiment parfait, c'est que ça marque le début d'un nouveau millénaire. Plus puissante que toute l'armée américaine. Tout ce que je peux te dire, c'est que la télé, ils l'auront pas. Plus avancée que tous les cerveaux du Royaume-Uni. Mesdames et messieurs, si c'était seulement une incompréhension culturelle. Mais attendez-vous à quelques changements dans ce que nous connaissons et aimons. Ce que nous connaissons et aimons. Une incompréhension culturelle. C'était donc un extrait de la bande-annonce du fameux Mars Attacks de Tim Burton. Tim Burton qui a sa rétrospective en ce moment même, donc le film passe en ce moment même au Cinéma Star. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est cher à tous, d'une extrême importance, les méchants extraterrestres au cinéma. Je ne suis pas seul, comme à chaque fois, et il y a le retour d'une légende d'RBS qui est avec moi. Il rit déjà, une seconde. Oui. Laisse-moi finir ton introduction, s'il te plaît. Introduis-moi. Avec douceur et gentillesse. Eh bien, il est de retour, il était là pour la deuxième émission, on avait parlé de sport au cinéma, notamment de films glorieux tels Rocky. Oui. Il a également une émission sur RBS depuis 8 ans, que le Morito Football Club, tous les lundis sur RBS aussi, à 20h. Nous quittons une autre légende qui fait l'émission juste avant, Pierre Dur, Intramusique. Cette légende qui est avec nous, c'est Fred. Comment vas-tu, Fred? Bonjour, ça va, hein. Ça va, on survit au changement d'heure, on survit aux événements sportifs. Oui, c'est vrai. Strasbourg a gagné la Coupe de la Ligue. Match horrible, mais Strasbourg a gagné. On est content. Merci Lauré. Merci Marc Keller. Oui. Alors, l'homme qui vient de parler, c'est Christian Ollet, que vous connaissez bien. Comment vas-tu, Christian? Je vais très bien. Et il reste à saluer le Benjamin de la troupe, mais un des meilleurs. Eh oui, désolé, messieurs. C'est évidemment Michael. Comment vas-tu? Ça va, bonjour à tous. Très touché par ce compliment. Diviser pour mieux régner. Ça, c'est l'adage de Joao Young. Et je peux dire que je règne. Alors, Michael, on va parler des méchants extraterrestres. Mais attention, spoiler. Restez bien avec nous. Michael, un peu plus tard, nous parlera un peu des gentils extraterrestres aussi. Et quant à Christian, il nous parlera de... Voilà. Ah bah on ne sait pas. C'est la rétrocritique surprise après 11h30. Restez bien avec nous et après 11h30 on parlera aussi des sorties. Il y a une grosse actualité en ce moment. Non, il y a 2 semaines, c'est vrai que je disais les Cinéma Star, il n'y a pas grand chose. Eh bien cette semaine ils sont à fond. Il y a un gros programme au Cinéma Star. On en parle vers 11h45-40. Donc l'espace lointain, un thème traité par Fin de séance dans son numéro 5 où il y avait un interview du professeur Welch. Vous pouvez le retrouver si vous l'avez pas entendu sur la chaîne YouTube Fin de séance. Il y a tous les podcasts. Et dans le thème du lointain, de l'espace, il y a un sous-thème qui sont les films d'extraterrestres. Et il y a un sous-thème qui sont les films des méchants extraterrestres qui veulent tous nous tuer. Donc il y en a qui sont sympas, comme E.T. et Superman, mais il y a surtout des méchants comme Predator, Alien, Invasion Los Angeles, La Guerre des Mondes, L'Invasion des Profanateurs et tous ses remakes. Il a été remaké des milliards de fois. Le très politique Starship Troopers, on y reviendra. Et
le film d'introduction, le fameux Mars Attacks, qui est non moins politique. C'est une seule fois d'ailleurs où Tim Burton a tenté du politique de manière aussi frontale. Donc pour n'en citer que quelques-uns. Évidemment, on le remarque, c'est un genre très américanisé, c'est un genre d'exutoire, on y reviendra après, notamment avec Mickaël, qui en a déjà un peu parlé hors antenne. Même s'il y a quelques films d'extraterrestres, comme La soupe aux choux, ou L'extraterrestre. Bon, c'est vrai qu'en France, c'est plutôt des gentils extraterrestres. Il n'y a pas trop dans ce que j'ai trouvé. Les gendarmes et les extraterrestres. Oui, voilà. Ils sont méchants. Ah oui, c'est vrai, un peu méchants. Ouais. Bon, ça reste une comédie. En tout cas, voilà. Si jamais vous en avez d'autres, eh bien, vous pouvez aller sur la page Facebook Fin de Séance et commenter en dessous de la vidéo que vous voulez. Et on regardera ça à la fin de l'émission. Et on vous répondra. Donc, on va commencer par Fred. Oui. Alors, Fred, de quoi vas-tu nous parler ? Alors, en fait, j'avais commencé à rédiger une rubrique qui s'appelait « Les méchants extraterrestres sont-ils des pourritures communistes ?» Oui. Alors, attends une seconde. Oui. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Ouais, tu parlais de ça ? Voilà, c'est Predator, hein. Hommage aux Ultras de Strasbourg, hein, qui étaient contents hier soir, c'était leur logo Predator. Ah, j'ai pas fait exprès en plus. Voilà, c'était l'actualité. Attends, on s'est trompé d'émission, les gars. C'est ça. Ouais, le Morito, c'est lundi à 20h, hein. pas dimanche à 11h. Là, c'est fin de séance, hein, Fred. Voilà, tout à fait. Je vois pas en quoi c'est drôle, la réplique. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Bah, si t'as vu le film, c'est drôle, parce que... Ouais. Parce qu'il a pas une gueule de porte-bonheur, quand même. Bah, ouais, c'est juste, l'expression en soi, elle est un peu tirée par les cheveux. C'est un peu what the fuck, c'est un peu... Ouais, c'est ça, ça n'a aucun sens, en fait. Moi, je l'ai jamais entendu, sauf dans ce film. Je pense que quelqu'un tout seul dans une forêt qui combat un Predator va pas commencer à sortir une vanne à ce moment-là, en fait. Je pense que c'est complètement... Par contre, en anglais, il dit « You an ugly motherfucker ». Donc, c'est plus vulgaire, et c'est vrai que c'est moins drôle. Donc, toi qui aimes les VF, Mickaël, enfin, qui avait fait un super... une super chronique là-dessus quand on a traité ce thème. Eh bien, là, c'est une version française, j'aime bien. Enfin, juste cette réplique. C'est-à-dire, on en profite pour glisser une vanne, en fait. Exactement. Alors, Fred, de quoi tu nous parlais des méchants extraterrestres qui étaient des méchants communistes. Qui étaient des méchants communistes. En fait, j'avais commencé ma chronique dessus. Parce qu'il était intéressant de constater que les films qui traitaient des méchants extraterrestres, hein, en général, ils veulent nous envahir, ils veulent nous exterminer. Et en fait, je me suis aperçu que c'est souvent en relation avec les préoccupations et les peurs de l'époque. Et donc, à la fin des années 40, c'était quoi ? C'était le début de la guerre froide, l'URSS qui a la bombe atomique. Et en même temps, ce qui est intéressant, il y a un autre phénomène, c'est à cette époque qu'on a les premières observations de soucoupes volantes. Les premiers récits, les premières rumeurs de soucoupes volantes, etc. Et donc c'est dans les années 50 que les films d'extraterrestres ont commencé vraiment à faire foison. Hein. Bon, sachant qu'il y en avait avant, mais c'est surtout dans les années 50, dans cette période un peu anticommuniste, peur du communiste. Où ça s'affirme. Et donc là, il y a plein de films en fait qui un peu montrent cet antagonisme entre les États-Unis et l'URSS. Donc on peut noter par exemple La Guerre des Mondes. Donc je voulais commencer sur La Guerre des Mondes. Le premier de 53. Ouais, la version de Byron Askin de 53. Là où ça commence, voilà, ce sont les extraterrestres de la planète rouge. Alors souvent, Mars est désigné comme la planète rouge. Donc très subtile allusion au communisme. Voilà. Donc ils attaquent la planète bleue. Donc la liberté, voilà. Très subtile allusion aux libéraux. Et pour tout détruire en fait. Hein. Et en 53, c'était la première bombe atomique, la première bombe H soviétique. 2 ans avant, il y avait un autre film, hein, donc non, on l'a pas cité encore. C'était La chose d'un autre monde, où là on constate la rivalité des gentils militaires qui veulent tout exterminer et les méchants scientifiques qui veulent étudier. En fait, ils vont récupérer un alien en Arctique et bon, l'alien visiblement est très très méchant, mais les scientifiques veulent l'étudier et les militaires veulent l'exterminer. Les militaires sont présentés comme les gentils et les scientifiques, dont le chef des scientifiques a une chapka, plutôt les méchants. Il a des répliques assez incroyables hein, en VF. Hein. Notamment, il nous dit, hein, le scientifique, chef des scientifiques, mais peu importe que l'on meure tous, si c'est pour la science. Intéressant. Ou alors, ils ont continué après dans les films comme Alien, etc. Ouais. Hein, ça, ou alors, c'est un thème récurrent. La connaissance est plus importante que la vie.
Voilà. Donc à la fin, il en cuira de l'extraterrestre. Tu as cité l'invasion des profanateurs de sépultures de Don Siegel en 1956. Ici, donc, ce sont des aliens qui remplacent progressivement les habitants d'un village. Donc ils agissent sournoisement. Impossible de les différencier avec les humains. Ils sont comme nous, mais ils sont différents. C'est-à-dire ils n'ont pas de sentiments. Et en 56, on est vraiment en plein dans la paranoïa McCarthyiste, la chasse aux sorcières. Il y a eu des milliers de suppressions d'emplois, des gens qui ont été obligés de s'exiler justement par rapport à ça. C'était assez grave, le McCarthyisme. Mais en fait, on était dans cette paranoïa et on constate que le cinéma finalement surfait sur cette peur en fait. Et cette peur de l'inconnu, cette peur l'alien, c'est étranger, la traduction anglaise. Et on voit que ça surfait. Alors ensuite, il y a les années 50-60 qui voit un peu une détente des relations entre les USA et l'URSS, donc avec la mort de Staline, Khrouchtchev, le dégel un petit peu. Et on voit même apparaître de temps en temps des extraterrestres sympas. Alors Michael va nous en parler, par exemple rencontre du troisième type, E.T., en France la soupe aux choux, je voulais le citer. Il en reste pas moins qu'à cette époque, il y a un des plus grands traumatismes de l'histoire américaine qui va se dérouler, c'est-à-dire la guerre du Vietnam. Et ça va inspirer énormément de films d'extraterrestres. Le Viet Cong, c'est l'ennemi invisible et redoutable qu'on n'arrive pas à vaincre malgré l'excellence de l'entraînement des Marines américains, la technologie qui est largement supérieure ou supposée supérieure. Et ça va inspirer des films. Alors j'ai 2 films en tête que je vais citer, mais il y en a plein d'autres. Il y a le Predator de McTiernan, d'où tu nous as sorti le sublime extrait de 1987. Sublime, c'est le mot. Et le Aliens de James Cameron. Alors pas le premier, le deuxième, Aliens, c'est-à-dire quand vous avez l'armée américaine qui va dans une colonie extraterrestre qui ne répond plus, voir ce qui se passe, qui se retrouve encerclés par les extraterrestres, alors qui sont super bien entraînés, ils sont sûrs de leur technologie, et en fait ils sont complètement défoncés, ils sont complètement dépassés par ce qui leur arrive en fait. Et c'est cette idée de l'armée américaine surentraînée, bien équipée, mais complètement dépassée par un ennemi invisible loin de chez eux en fait. En 1989, chute du mur de Berlin. Donc là, les aliens doivent se recycler, puisque c'est plus la mode de taper sur les communistes. Alors on constate dans les années 90 que ça part un petit peu dans tous les sens. Donc tu citais Mars Attacks, ils sont méchants mais plutôt drôles. Dans Mars Attacks, qui est un film un peu subversif quand même. Ils peuvent servir aussi à prétexte du nationalisme américain, plus ou moins puant. Là, je citerai Independence Day. Oh, grand film. Grand film. Très bonne citation. Et ils peuvent également servir de prétexte pour dénoncer le nationalisme américain. C'est un peu un contre-pied de Independence Day, en enfilant, sachant que ça reprend un peu le traumatisme du Vietnam, mais c'est pour dénoncer aussi, ça annonce ce qui va arriver avec les invasions de l'Irak, de l'Afghanistan. Et là, je vais citer Starship Troopers de Verhoeven, qui à mon avis est assez culte à ce niveau. C'est vraiment un film charnière par rapport à ça. Évidemment. C'est vraiment l'incompris. Le film incompris souvent. Pris pour un film au premier degré, un film fasciste. Mais c'est pour ça que c'est un film excellent. Oui, parce que c'est parce qu'il faut. Aux États-Unis, ils ont pas compris. Ils ont dit ils ont pris au premier. Non, il y en a qui ont quand même compris. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que c'est tellement bien représenté, pourtant caricatural, qu'effectivement, il y a plein d'Américains qui l'ont pris au premier degré, qui limite applaudissaient dans la salle à la fin, alors qu'à la fin, on comprend que les insectes sont télépathes, beaucoup plus évolués que nous. Ils ont juste pas une gueule de porte-bonheur. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis ça démontre aussi. Il y a Mickaël qui boue. Oui. Non, je voulais dire. Non, est-ce qu'il n'y a pas aussi des films d'invasion extraterrestre qui dénoncent un peu l'interventionnisme américain? Ah, attends, laisse Fred finir sa chronique. Je pense qu'il va en parler. Après, j'allais pas trop en parler, mais c'est vrai que Starship Troopers, ça dénonce un petit peu ça. Ça annonce en fait. Ça annonce. Après, on en a parlé en off, mais d'une certaine manière, Avatar un petit peu quoi. Ce côté où c'est les humains qui qui jouent le rôle des agresseurs. Très gentiment. Il y a un peu ce côté où mais c'est parce qu'il reprend. Qui dénonce, c'est parce qu'il reprend l'histoire de Pocahontas, qui est une histoire réelle et qui ne dénonce rien, qui est juste réelle et qui montre que faut pas amener ces méchants microbes aux gentils Indiens. Et donc pour conclure mon propos, en fait, au final, les aliens les films d'aliens collent à l'histoire, aux relations internationales et aux peurs qui sont. Et aujourd'hui, on voit des films d'aliens justement qui développent ce type de problématiques. Par exemple, je crois que c'était en 96-98, ils annonçaient les problématiques liées au réchauffement climatique dans The Arrival avec Charlie Sheen. Méconnu mais très bon. Oui, tout à fait.
On annonce aussi, alors il y a eu le traumatisme du 11 septembre qui se retranscrit dans les films d'extraterrestres. Là, je vais citer Le Signe de Shyamalan où il y a pas mal d'allusions avec le traitement médiatique qui avait été fait. C'était un des premiers films post 11 septembre justement. Shyamalan expliquait qu'il avait été vraiment marqué par l'événement et qu'il y avait plein d'indices justement qui faisaient allusion à ça. On parle aussi des problématiques liées aux réfugiés, la façon dont c'est traité en Occident. Pareil, un film qui anticipe bien les problématiques ce qu'on voit en Europe aujourd'hui avec District 9 de Voskamp où les aliens sont présentés comme méchants. Et puis en fait, au fil du film, on s'aperçoit, ça, Michael va le dire. Je vais en parler, ouais. On va s'apercevoir qu'en fait, qu'ils sont sympas et que c'est les humains qui sont ignobles sur ce coup-là. Et au final, pour boucler la boucle, j'ai commencé avec La Guerre des Mondes. Je vais terminer avec La Guerre des Mondes de Spielberg. Guerre des mondes de Spielberg où on assiste, c'est la guerre des mondes, mais c'est la guerre d'autres mondes finalement. On voit des ennemis indéfinissables, donc où c'est plus un état identifié, un système politique, mais on peut plus les assimiler à des groupes terroristes parce qu'on voit pas leur tête, on sait pas à quoi ils ressemblent. C'est un monde post 11 septembre. Là, on voit Tom Cruise plein de poussière avec les immeubles effondrés. Tom Cruise plein de poussière. Oui. Quand t'as les immeubles qui s'effondrent. Mon Dieu. C'est ça. Et un rôle à contre-emploi. Et ponctué aussi par quelques petites allusions à la Shoah, avec notamment la scène du train qui est assez impressionnante ouais. dans La Guerre des mondes de Spielberg. Ouais. Donc voilà, c'est cette idée que les films d'aliens finalement ne sont pas forcément que des pourritures communisme, mais finalement représentent nos peurs, la peur de l'inconnu, la peur de l'étranger, alien étranger. Eh bien c'est absolument superbe. Donc on voit que déjà la plupart des films d'extraterrestres, comme dit en introduction, sont des films américains. Oui. Question de moyens, mais aussi question de culture. C'est un exutoire politique souvent pour eux, effectivement. Mais alors du coup la question se pose, est-ce que comme c'est une grande terre d'immigration et d'immigration récente aux États-Unis, est-ce qu'ils n'aiment pas un peu aussi les extraterrestres? Moi je réponds oui. Déjà il y a Superman qu'on oublie c'est vrai. Trop souvent, et Superman est un extraterrestre gentil. C'est vrai qu'il a les couleurs un peu des États-Unis, un peu comme Wonder Woman, etc. Mais je crois... Juste pour te couper, t'as vu qu'ils vont sortir une version méchante de Superman, ça s'appelle Bright, je sais plus quoi. En fait, c'est un film d'horreur. Ça commence comme Superman avec un bébé qui vient des étoiles et qui a des super pouvoirs, qui vole, etc., qui se la perd. Sauf qu'il est méchant. Ah oui. Ah. C'est un film avec un budget ou Ouais, c'est un blockbuster américain. Ouais, mais ça va sortir cet été. Non, c'est un film slovène. Non, Black Adam. Non, c'est hors comics quoi. C'est vraiment un projet original. Ouais. J'ai pas envie de parler, c'est ça. Bah écoute, on va étudier. On peut pas tout suivre. Donc je disais, mais par contre, ce qui est intéressant, ce que tu dis, et comme ça, on va pouvoir rebondir avec Michael, c'est que la lecture politique est une des premières lectures qu'on peut avoir, tout simplement, puisque Superman, par exemple, il y a une BD qui a été faite où Superman tombe en Russie. Et donc, il devient le héros de la Russie. Et donc, ça montre bien de manière, encore une fois, politique et sociale, sont le pays où tu arrives, si on prend la réalité, donc où tu immigres, eh bien, ça va jouer sur toi, puisque la culture finit toujours par rentrer dans les humains peureux que nous sommes, et les humains peureux aussi, parfois. Et bien, les Américains, ils aiment aussi leurs étrangers, puisqu'ils en sont quasiment tous. À part les Indiens qui sont 1% de la population, je crois maintenant, qui étaient là depuis bien longtemps, depuis bien plus longtemps que tous les autres. Donc parfois ils les aiment, ils les apprécient. Michael, tu peux nous en dire plus? Bah oui, exactement. Joao, la science-fiction ne s'est heureusement pas contentée de présenter les extraterrestres comme des envahisseurs belliqueux. Au contraire, ils peuvent également devenir les garants de la paix sur Terre. À la fin des années 30, apparaît dans les pages d'Action Comics un être doté de super pouvoirs venu de la lointaine planète Krypton. Son nom, Kal-El, alias Superman, créé par Jerry Siegel. Membre fondateur de la Ligue des Justiciers, il endosse ainsi un costume couleur de l'Amérique et protège le monde contre les dangereux criminels, qu'ils soient terriens ou d'ailleurs. D'abord rejeté et méprisé, le super-héros offrira pourtant aux États-Unis l'équivalent d'une nouvelle mythologie. Cependant, une partie de la population ne voit pas ces actions bienveillantes d'un bon œil. Que se passerait-il en effet si un être super puissant comme lui passait du mauvais côté? Cette question est notamment abordée dans le film Batman v Superman en 2016 et les comics Injustice. On a ensuite Among Us. C'est ça. J'ai trop envie de la faire. Je trouve le sous-titre génial. Très bon comics d'ailleurs. Ouais, très bon comics. Je vous conseille de les lire. Ah, moi aussi. C'est basé sur le jeu vidéo. On se dit ça va être nul et c'est superbe. Super intéressant. C'est très violent par contre. Donc c'est pas pour les enfants.
Donc les mamans et les papas, n'achetez pas ça pour les enfants de 10 ans. C'est des comics adultes. Hein. C'est pas parce que c'est Superman que c'est gentil. Il est très méchant. Ouais, il y a du sang. Il tue des gens. C'est très très violent. Mais c'est un très bon scénario. Exactement. On a ensuite Klaatu, l'extraterrestre à visage humain du film Le jour où la Terre s'arrêta de Robert Wise en 51. En compagnie de sa soucoupe volante, il ne vient pas sur Terre pour nous protéger, mais délivrer un message aussi clair que radical. Les humains doivent arrêter leurs travaux sur l'armement nucléaire, sinon les extraterrestres, dont Klaatu est l'émissaire, pulvériseront la Terre. Par mesure de précaution, bien évidemment. Super mesure de précaution. Détruire la Terre. Un homme averti en vaut 2, un extraterrestre qui t'avertit, ça en vaut 4. Non, je sais pas comment on fait. Après, il le fait pour le bien de c'est ce que je dis. l'univers. Voilà, il nous a avertis. Donc maintenant, on vaut 400 hommes à chaque fois. Ne recevant guère plus de réponses favorables à sa requête que l'Occident n'en obtiendra avec l'Iran 50 ans plus tard, l'homme venu de l'espace sera raccompagné jusqu'à sa secoupe à grands coups de tir de fusil. Le jour où la Terre s'arrêta donne le rôle de l'agresseur à l'humanité, incapable d'assurer des négociations avec une civilisation inconnue, pourtant bien plus évoluée qu'elle. Il s'inscrit donc dans la vision pessimiste de Ray Bradbury et de ses chroniques martiennes où les humains exterminent les martiens avant de s'anéantir eux-mêmes. Attends, tu veux dire un martien comme lui ? Pourquoi tout le monde pense qu'on est gay ? Parce que ça se pourrait. Si c'est votre truc, y a pas de souci. Tout le monde est bi sur ma planète. On aime vachement s'envoyer en l'air, pour le plaisir. Dis-moi, pourquoi t'es là, Paul ? Oh, j'étais venu pour une mission scientifique et ça a été la cata. Tout à coup, mon vaisseau spatial a eu des problèmes techniques qu'il s'est écrasé. J'ai eu du bol parce qu'il y a une petite fille qui m'a extirpé de la cabine. Ensuite, il y a des types qui sont venus, ils m'ont transféré à la base. Et depuis ce moment-là, tu fais quoi ? Eh bien, j'ai presque rien branlé à part taper la discute avec des mecs et rencarder le gouvernement. Pas que le gouvernement. Alors c'est vraiment l'antithèse de E.T. parce que le gars, c'est vraiment pas à conseiller aux enfants. C'est très transgressif. Vous avez tous reconnu le doubleur en français. Philippe Manœuvre. Voilà, donc le film Paul avec Simon Pegg et Nick Frost. Voilà, Michael. C'était un petit extrait juste pour toi. Bien sympa. Un film plus sombre maintenant avec la représentation de l'extraterrestre qui atteint en tant que victime, qui atteint son paroxysme dans District 9 de Neil Blomkamp, sorti en 2009. Une soucoupe volante géante est arrivée au-dessus de Johannesburg avec à son bord des milliers d'extraterrestres répugnants, rapidement surnommés mollusques dans le film. Bien qu'ils disposent d'armes dévastatrices, ces aliens n'ont pas d'intention belliqueuse. Quelque chose a merdé durant leur voyage et ils ont été contraints de s'échouer sur notre planète bleue. Pendant 20 ans, les autorités ont confiné les mollusques dans un ghetto géant, le District 9, où ils sont livrés à eux-mêmes. Bien que cloisonnés, la cohabitation entre humains et extraterrestres est difficile et il est désormais question de déplacer le District 9 à plusieurs centaines de kilomètres. Chargé de distribuer les avis d'expulsion, un cadre de la MNU, la société privée gérant la présence extraterrestre, va se retrouver au centre d'un conflit d'intérêts puisque l'objectif secret de l'entreprise qu'il emploie est de trouver un moyen d'utiliser les armes extraterrestres. Et sa seule chance de survie sera de collaborer avec l'un des habitants du District 9 qui cherche à regagner sa planète d'origine. En situant donc l'arrivée des extraterrestres en Afrique du Sud, le pays de l'apartheid, Neil Blomkamp dépeint avec noirceur une humanité incapable de se débarrasser de sa xénophobie et gouvernée par un consortium militaro-industriel qui fait passer les intérêts financiers avant ceux de l'individu. Enfin, terminons sur une note plus positive avec le film de notre enfance, E.T. l'extraterrestre de Spielberg en 82, qui n'a jamais rêvé d'avoir un copain comme lui. Hein. C'est vrai, pour allumer le bout de son doigt, communiquer par télépathie, voler les bicyclettes et même guérir des blessures, de toutes les choses tombées du ciel, c'est bien la plus mignonne des créatures. Laissé en rade sur notre planète par ses congénères, E.T. est recueilli par Elliot, un petit garçon dont les parents ont divorcé. Une amitié va naître entre ces deux êtres fragiles et c'est ensemble qu'ils vont fuir les autorités averties de la présence de l'extraterrestre. Si le film est une ode à l'innocence et à la tolérance, il reste également une apologie du « chacun sait soi », entre guillemets, E.T. regagnant finalement sa planète, son mal du pays étant plus fort que son amitié avec Elliot. E.T., téléphone, maison.
Tout à fait. Eh bien, il y a des gentils extraterrestres, mais on remarque que les gentils extraterrestres, ils se font taper dessus. Donc, en gros, le mode extraterrestre, c'est soit les extraterrestres sont méchants et nous tapent dessus, soit s'ils sont gentils, c'est nous qui leur tapons dessus. Donc, c'est toujours, en tout cas, de la dénonciation politique, une fois de plus. Je peux que l'analyser comme ça. C'est le choc des civilisations, en fait. Voilà. Alors, Spielberg, il rajoute le côté familial, qui est assez intéressant dans E.T. Quoi qu'on en dise, c'est quand même un grand film dans le sens c'est extraordinaire, où de mémoire, il n'y a pas eu, ou alors peut-être des séries B inconnues, de films qui traitaient les extraterrestres de cette manière. C'est de manière très anthropomorphisée, certes, mais humaine, un peu délicate, en plus avec un enfant. Les Américains, ils adorent les histoires avec les gamins, mais souvent, moi, ça me barbe, sauf Spielberg, qui est probablement le plus grand directeur d'acteurs enfant de l'histoire. Il est incroyable. Et évidemment, vous l'attendiez tous, c'est la minute, James Bond. Steven Spielberg a fait un autre film d'extraterrestre gentil. Je me suis gentil et mélomane. Rencontre du troisième type. Rencontre du troisième type. Quel est le rapport entre la musique, rencontre du troisième type et James Bond? Quel est le rapport? Rapport. Il y a un rapport entre James Bond, rencontre du troisième type. La montagne, c'est pas c'est le James Bond qui se passe avec des extraterrestres parce qu'on va dans l'espace. Moonraker. Il y a un labo et le code pour rentrer dans le labo, quand tu tapes les touches, ça fait ding ding ding. Oui, c'est vrai. Hommage au film. Spielberg. Voilà, c'est fini pour l'ami de James Bond. Après, c'est repris souvent. Je sais pas, dans Paul, il n'y a pas une allusion aussi à ça? Je l'ai pas vu, Paul. Je pourrais pas vous dire. Je me souviens plus. Ah oui, peut-être. Il me semble qu'il y a un truc. Voilà. Alors, du coup, les films extraterrestres gentils, méchants, mais surtout les méchants, est-ce que ça vous a inspiré d'autres choses? Moi, je pensais à Alien. Peut-être pour vous lancer, on a encore 2 minutes là-dessus. Alien qui inaugure un peu les films, on en a parlé à cette antenne d'ailleurs avec Michael, je me souviens, dans une de ses chroniques, plutôt psychologique, symbolique, c'est la femme qui s'en sort et pas les hommes. Les hommes se font violer en fait symboliquement, alors qu'avec c'est une femme, elle peut pas être violée par la bête du coup, toutes les codes sont inversés, il y a le chat qui a un symbole psychanalytique très fort. Et maintenant c'est vrai qu'il rajoute ça dans les films. Par exemple, District 9, il y a le côté politique, mais il y a aussi le côté souffrance des extraterrestres. Oui. District 9, il est terrible. Plus ça va, mieux c'est fait. C'est-à-dire, ils ne souffrent pas forcément comme nous. Ils les font de plus en plus différents. C'est-à-dire une souffrance différente de la souffrance humaine, même s'ils crient, ils pleurent. Mais est-ce que vous avez remarqué ça aussi, ou est-ce que je rêve tout seul? C'est très burtonien comme style de film, quoi. Dans le sens où ils mettent en avant des personnages marginalisés, tout ça. Oui. Christian. Bon, moi je m'en fous complètement. Sinon, Christian, tu sais ce qu'on fait? Tu peux lancer la musique et comme ça tu auras 1 minute de plus pour ta rétrocritique. Ah bah j'en aurais besoin parce que j'ai plein de choses à dire. Voilà, je sens qu'il en a besoin, je le vois. Et donc écoutez, restez bien avec nous. On va lancer un morceau de Invasion Los Angeles. Voilà. Hey, live. Back to the Streets. De John Carpenter. On y va.
Voilà, c'était la musique de Invasion Los Angeles, Back to the Streets. Donc un film de Carpenter assez visionnaire que je conseille à tout le monde, avec Roddy Piper, donc un ancien catcheur qui fait l'acteur, et il est absolument exceptionnel par rapport au film, évidemment. Ouais. Et c'est un film qu'on ne pourra plus faire de nos jours parce qu'on dirait tout de suite que c'est un méchant film complotiste. Et surtout que c'est un film complètement indépendant parce que les studios ont refusé. Il était un peu tricard à ce moment-là. Il a été souvent tricard, mais et là il a fait vraiment avec des tout petits moyens. Ouais. Et c'est un film malin. Ouais. Et il y a une fameuse scène de combat au milieu du film qui dure montre en main 8 ou 10 minutes. Et c'est hallucinant d'avoir osé faire ça. Artistiquement, il est incroyable. Le scénario est visionnaire. La musique, on vient d'entendre de John Carpenter lui-même, comme d'habitude, elle reste dans la tête. Vraiment, un film, je l'ai revu dernièrement, j'étais étonné de sa modernité et comme il s'est bonifié avec le temps. Et Rod Piper, je crois, qui est décédé, donc je le salue où qu'il soit. Christian, oui. Donc, tu vas nous faire une petite chronique. Ouais. Eh bien, en hommage à Roddy Piper en VF, je vais te lancer avec ceci. Et j'étais venu ici pour pouvoir bouffer du bubblegum et en cogner quelques-uns. Et comme j'ai plus de bubblegum... Eh bien Christian va nous faire une petite rétrocritique. Tout à fait. Alors vous savez qu'il y a un autre pays du cinéma qui adore les films de science-fiction avec de très gros budgets et qui réalise de très grands films. L'Inde. À part les États-Unis, c'est l'Inde. La Slovénie. Attends. La Mais non, mais la France. La France. Oui, j'allais dire la France. Alors je vais vous parler d'un grand film qui a tenté de rivaliser avec La Guerre des Étoiles et tout ça. C'est Le Gendarme et les extraterrestres de Jean Giraud, qui est sorti en 1979. C'est des méchants extraterrestres. Et c'est des méchants extraterrestres. C'est le thème du jour. Alors c'est le 5e et avant-dernier film de la brigade de gendarmerie de Saint-Tropez, qui est apparu comme dans Le Gendarme de Saint-Tropez en 64. Ça veut dire qu'il y en a 6 ? Ça veut dire qu'il y en a 6. Ouch. Ouais. Et là, celui-là a été fait après 9 ans d'absence. Donc, le dernier, c'était Le Gendarme se balade. Et donc là, en 79, Le Gendarme et les extraterrestres, qui finit en première place du box-office en 79, quand même. Et qui resta pendant près de 30 ans le film français ayant eu le plus d'entrées en Allemagne, avant d'être détrôné par Intouchable en 2012. Ah ouais, quand même. Sans déconner. Voilà. Ouais. Et c'est le dernier film de Louis de Funès à se hisser à la tête du box-office. Et messieurs, Louis de Funès est quand même un des acteurs français à avoir joué dans le plus de films extraterrestres et de science-fiction en France. Bah, la soupe au chou. Avec La Soupe au chou et Le Gendarme, je pense, ça en fait 2, mais je pense que il est au max. Hein. On peut pas faire mieux. Il n'y en a pas eu d'autres. Donc, voilà. Et en plus, un 6e épisode dans lequel les extraterrestres prenaient leur revanche était envisagé. Il devait y avoir une suite. Non. Ouais. Mais la revanche des extraterrestres contre le gendarme. Mais avec l'arrivée des premières femmes dans la gendarmerie nationale, les scénaristes, on va finalement penser aux gendarmettes. Les gendarmettes. Alors donc à la fin des années 70, la science-fiction est à la mode au cinéma, notamment avec le succès de La Guerre des Étoiles. Je l'ai dit, Louis de Funès, impressionné par les trucages et autres effets spéciaux du film Rencontre du troisième type de Steven Spielberg, décide donc que le prochain film des gendarmes aura pour intrigue une rencontre avec donc des extraterrestres et la brigade de gendarmerie, la fameuse de Saint-Tropez. Le projet est lancé. Prévenu de la mise en chantier d'un nouveau film, un distributeur allemand avance aussitôt 1 million de marques. Le mec, il est... D'accord. Ah oui, d'accord, il y a une coproduction allemande. C'est aussi pour ça que le film a marché. Il a été poussé en Allemagne. Alors, pour les effets spéciaux du film, Louis de Funès rêve d'une soucoupe volante aussi spectaculaire et terrifiante que celle de Rencontre du troisième type. Alors, on peut dire que ça a bien marché. Hein. Sa construction est confiée à la firme Matra, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui était spécialisée notamment dans l'aéronautique, l'aérospatiale et l'automobile. Voilà. Et ils ont accepté le défi. Un expert en ovnis, et prétendant avoir déjà observé des ovnis dans la vraie vie, supervise la construction pour que l'aéronef respecte les normes, écoutez ça, c'est énorme, des soucoupes volantes et corresponde aux témoignages. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de la soucoupe volante dans Les Gendarmes les extraterrestres. Elle est vraiment. Elle est plate. Elle est vraiment impressionnante. Hein. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Moment foireux. 2 soucoupes volantes furent nécessaires pour le tournage. L'une en grandeur nature. L'autre d'environ 1,20 m de diamètre, uniquement pour la prise de sa chute dans le port de Saint-Tropez. Ouais. Et parce qu'il y a un moment, on en voit 2 dans le film. Ah oui. Il y en a 2 en même temps. Ouais. Elles furent construites par la Société Française de Production, la SFP, comme on dit, au but Chaumont. C'est des vieux mots hein, quand même d'une autre époque. Les buts Chaumont, ouais. Voilà, d'accord. Bon alors. 20 ans que j'ai plus entendu ça. Quoi. Moi, je l'ai vu quand j'avais 9 ans. Je l'ai vu.
et j'avais été impressionné. Parce qu'à un moment, il y a enfin, je vais vous raconter le effets de lumière. Le pitch. Non, le pitch est impressionnant. Et vous allez voir que ça va vous rappeler quelque chose. Je vais vous poser une question tout à l'heure. Alors qu'ils sont en patrouille dans l'arrière-pays tropézien, Cruchot et un nouveau nommé Beaupied. Alors déjà, vous allez voir les noms. C'est un festival. Franco-français, quoi. Franco-français. J'allais dire, on se croirait au Québec. Tombe en panne. C'est un éloigné de la route. Beaupied aperçoit une soucoupe volante posée dans une clairière, mais personne ne le prend au sérieux. La presse saisit l'information et envahit la cité balnéaire. Cruchot et Gerbert, Michel Galabru donc, repartent sur le même chemin. L'incident de la panne se produit à nouveau et cette fois-ci, Cruchot voit la soucoupe à son tour. En outre, le soir venu, un extraterrestre entre en contact avec Beaupied, puis Cruchot, pour énoncer leurs intentions prétendument pacifiques. Mais à cette occasion, Cruchot découvre que les extraterrestres sonnent creux et ils boivent de l'huile. Putain, le scénario, les amis. De l'huile. Et je me rappelle de la réplique de De Funès, il dit de l'huile. C'est de l'huile. Au cours de ses recherches, Cruchot se rend compte que les extraterrestres prennent l'apparence des gendarmes, mais aussi des touristes, afin de s'infiltrer parmi la population. C'est les Skrulls. Ah oui. De Marvel. Attendez, c'est pas fini. L'un d'eux va être aspergé d'eau accidentellement, puis s'effondre sur le sol, totalement rouillé, sous les yeux de l'adjudant. La brigade a donc découvert la faiblesse des extraterrestres. Ils rouillent au contact de l'eau. Alors là, on se pose une question, les amis. Pourquoi les extraterrestres viendraient sur Terre, qui est quand même composé 80% d'eau? C'est ce que je me suis posé avec le signe de Shyamalan. Oui, c'est ce qu'on reproche justement au film. J'y venais. Parce qu'il y a eu, c'est quasi un remake. Voilà. Ah un plagiat. Ah oui. C'est que signe de Night Shyamalan. C'est ça. C'est le gendarme et les extraterrestres. Bah oui. Sauf qu'ils prennent pas l'apparence humaine. Ça veut dire que les extraterrestres de Signe sont aussi cons que ceux de gendarmes de Saint-Tropez. Pourquoi venir ici alors qu'à la moindre goutte de pluie, les mecs ils meurent. Donc c'est complètement débile. Bon bah là, alors la brigade a donc découvert la faiblesse des extraterrestres, c'est ce que je disais, ils rouillent. Voilà, les gendarmes leur tendent un piège avec une fausse soucoupe. Comme appât, c'est la deuxième qu'on voit dans le film. Mais ils doivent faire alors face à leur double et les mettre en fuite. Voilà. Bon, toutefois, lors de la parade finale, les gendarmes rouillés tombent au sol, alors comme des machines hors service. En fait, il y a une parade à la fin et c'est encore des extraterrestres. C'était les faux gendarmes. C'est les faux. Les vrais gendarmes apparaissent dans la soucoupe qui finit par tomber en mer. Heureusement, sans dommage pour les occupants. Et ils chantent chantent plus près de toi, mon Dieu, pendant la scène. Exact, voilà, quel cinéphile. J'adore ce film. Ah, il adore ce film. Tu sais qui a composé la musique? Parce que je m'en souviens, moi je me rappelle quand je l'avais vue, la musique elle fait un peu peur quand même, elle est très angoissante. Ouais. C'est qui? Tu sais ou pas? Non. Non, mais je pense que c'est c'est pour ça que je te demande. C'est Cosma ou Roubaix. Très réussi, ouais. Et donc, alors pour finir avec le gendarme de Saint-Tropez évidemment et sa suite cachée, le soupe aux choux donc parce que avec Jacques Villeray, un grand film, donc je crois que Joao c'est un de tes films préférés, il me semble. Tout à fait. C'est un film de chevet, comme on dit. Exactement. Je le regarde tous les soirs religieusement. Non, mais ce qui est étonnant, c'est que quand il est sorti en 79, comme je le répétais, lorsque je l'ai vu, j'avais 9 ans et j'avais été impressionné par. J'ai eu peur pas la soucoupe, par les extraterrestres qui fondent et ça. Alors c'est bizarre parce que on voit vraiment la peau qui part, qui se désagrège et on voit derrière une structure métallique qui rouille. Et moi à l'époque ça m'avait impressionné. Moi aussi ça m'a impressionné. Alors je l'avais pas vu à sa sortie, je l'avais vu un petit peu plus tard, parce qu'il l'avait diffusé sur Canal+ en 84, 85, un truc comme ça. Et je l'avais au début de Canal+, au tout début de Canal+. Et je l'avais vu et ça m'avait vraiment impressionné le film au niveau des effets spéciaux. Mais regarde-le aujourd'hui, tu verras ça. Tu regardes aujourd'hui, ça. C'est très impressionnant. C'est une autre dimension en fait. Non mais je voulais revenir dans ce qu'il disait sur le dénouement final quand les aliens meurent parce qu'ils ont une phobie de l'eau, parce qu'ils aiment pas l'eau. Et ça m'a fait penser aussi à la Guerre des mondes, la version de Spielberg en 2005 où en fait les extraterrestres sont exterminés parce que ils ne supportent pas l'atmosphère de la Terre. Donc c'est marrant en fait. C'est aussi la fin de la version de 53. Ah oui, que j'avais vu quand j'étais môme aussi, qui m'avait impressionné aussi. C'est marrant, les aliens peuvent mourir d'une manière aussi conne, quoi. Enfin, bête, c'est ça qui est. C'est vrai. Ça marrant, quoi. Mais dans la Guerre des mondes, c'est raison parce que l'auteur H.G. Wells au départ, ce qu'il veut dire, c'est que c'est nous qui sommes fragiles. C'est ça. En fait, il faut tout inverser, mais il est un peu plus subtil que les Américains.
En fait, il parlait déjà de l'invasion un petit peu. Il y avait déjà des guerres, il y avait déjà des conquêtes. Et surtout c'est les Indiens, non, qui sont morts aussi à cause des microbes. Les Américains eux-mêmes. Voilà, tout à fait. Donc il y a double sens. Exactement. Et d'ailleurs, tandis que les gendarmes, il y a pas de double sens. On sait maintenant que ça a été fait parfois à dessein d'introduire des microbes, etc. Oui. Et donc Wells, qui était dans ces milieux un peu renseignés, un peu comme Aldous Huxley, le meilleur des mondes. C'est des gens qui étaient renseignés dans les arcanes de l'État un peu sombre, et donc ils rêvaient des choses sans les révéler. Donc ce qui veut dire, c'est que c'est nous les fragiles, c'est nous les extraterrestres. Si un jour on change d'atmosphère, on est foutus. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ils me disent la guerre des mondes, il se passe pas grand chose. Mais non, mais d'accord, mais je le trouve très bien fait. C'est très vu comme ça. Tu sais pourquoi je l'ai beaucoup aimé, moi, la guerre des mondes? Lequel? Le 53 ou le Spielberg? Le Spielberg, parce que en fait, je sais pas, mais je sens que tu vas nous le dire. La version de 53 m'avait traumatisé. C'est un traumatisme un peu de trop môme. coco, anti-coco. Donc oui, mais je l'ai vu quand j'étais môme. Moi aussi. Il passait le dimanche. Et à la fin, quand tu vois la main, la main qui, ça m'avait fait peur. Ouais. Et en fait, la version de Spielberg reprend plein de choses de la version de 53, notamment le bruit des soucoupes, la main qui sort, le truc, tout ça, c'est repris du film de 53. J'ai retrouvé les trucs de mon enfance. C'est un film qui joue vachement sur l'ambiance, en plus qu'on ne voit pas, qu'on ne voit jamais les extraterrestres, donc c'est cette peur invisible. C'est génial. Et puis encore une fois, je le répète, je l'ai dit il y a une demi-heure. La direction des enfants des deux gamins, et au moins lui, à ma connaissance, après, ils deviennent des stars ou non, et ils se font pas traumatiser comme son pote Lucas, notamment avec Jake Lloyd, qui jouait Anakin Skywalker et qui est schizo en HP au moment où on se parle. C'est très sympa. En tout cas, les gendarmes et les extraterrestres, quelle bonne surprise, puisqu'il faut savoir que Christian nous a pas dit ce qu'il allait faire. C'était une chronique, une rétrocritique surprise pour nous aussi. Eh ben écoute, c'était sublime. Voilà, les méchants extraterrestres. En plus 79, c'est mon année de naissance. Et c'est l'année de sortie d'Alien. Et de Moonraker. On a quand même la différence. C'est ça. C'est vrai. On voit la différence. Même si on salue Louis de Funès, que nous avons tous adoré, je pense. Tu nous manques, Louis. Ouais, c'est vrai. J'adore toujours. Ah ouais, c'est vrai. Enfin, alors, que se passe-t-il en ce moment dans notre belle ville de Strasbourg en termes de cinéma? Je le disais en introduction, les cinémas stars mettent le paquet cette semaine. Alors, il y a beaucoup de choses. Mardi 2 à 20h15 au Star, donc c'est celui de Route du jeu des enfants. Il y a l'avant-première de Petra. Petra, jeune artiste peintre, intègre une résidence d'artiste auprès de Jaume Navarro, un plasticien de renommée internationale. Très vite, elle découvre un homme cruel et égocentrique. Donc elle nous découvre nous, qui fait régner parmi les siens rancœur et manipulation. Donc le mardi 2 avril à 20h15, il y aura une avant-première avec le réalisateur Jaime Rosales. Voilà. Ensuite, il y a le festival du film palestinien pour sa 3e édition. Ce sera du 2 au 6 avril 2019. Alors, non, il y a marqué 7 ou 6, donc les informations se contredisent. Soit. En tout cas, soirée d'ouverture à 20h le mardi 2 avril. Avec la présence du réalisateur Rachid Macharaoui. Et moi, j'ai sélectionné, alors il y a plein de soirées spéciales, je vous invite à aller sur le site des Cinéma Stars. Moi, j'en ai sélectionné une, le mercredi 3 avril. Il y aura Mafak de Bassam Jarbaoui, séance en présence de l'actrice Arin Omari. Donc, ça peut être intéressant de pouvoir parler avec des réalisateurs et des actrices, en l'occurrence une actrice, qu'on voit peu souvent, dont on parle peu. Il y a souvent des choses pas mal qui sont faites là-bas. Les films israéliens ou palestiniens, j'ai été parfois surpris. Je passe à la suite, je ne vais pas parler des films palestiniens si on n'aura pas le temps, ou israéliens, mais je voulais citer, parce qu'en ce moment, coup sur coup, il y a 3 films israéliens qui sont sortis, documentaires et films, synonymes, et il y en a un cette semaine dont on parlera après. Avant-première, El Reino, jeudi 11 avril à 19h45 au Star Syntex, donc c'est le grand, en partenariat avec Télérama. Manuel Lopez Vidal est un homme politique influent dans sa région, alors qu'il doit entrer à la direction nationale de son parti et se retrouve impliqué dans une affaire de corruption. Il est pris au piège parce qu'en fait, apparemment, il n'est pas fautif. Donc c'est assez intéressant puisque en ce moment, notamment en France, les affaires Clickstream et compagnie, on en parle pas mal. Donc c'est pas mal qu'un autre pays mette le couvert aussi. Donc le jeudi 11 avril, 19h45 au Star Syntex.
Je passe à l'Odyssée. Alors l'Odyssée, ils ont un petit programme sympathique aussi. Donc demain, lundi 1er avril, donc n'oubliez pas les poissons, à 20h, Eva ne dort pas. Donc c'est dans un cycle argentin, ce sera à 20h. C'est un film sur Eva Perón. Alors c'est un film assez dingue, donc je lis le synopsis. En 52, Eva Perón meurt à 33 ans et est la figure politique la plus aimée et la plus haïe d'Argentine. On charge un spécialiste de l'embaumer, des années d'efforts, une parfaite réussite. Mais les coups d'État se succèdent et certains dictateurs veulent détruire jusqu'au souvenir d'Evita dans la mémoire populaire. Son corps devient l'enjeu des forces qui s'affrontent. Pendant 25 ans, durant ce quart de siècle, Evita aura eu plus de pouvoir que n'importe quelle personnalité de son vivant. Je trouve que c'est un thème absolument hallucinant. Donc je l'ai sélectionné pour vous, chères auditrices, chers auditeurs. Ça passe quand, ça ? Alors, ça passe demain à 20h. Et sinon, ça repasse plusieurs fois. Hein. Mais demain, il y a une soirée spéciale avec débat. Voilà, c'est des films qui passent plusieurs fois, mais je cite la soirée spéciale. Alors, autre film qui va passer plusieurs fois, mais qui a une soirée spéciale, Le Caïman, Il Caimano, de Nanni Moretti. Alors ça, c'est aussi un film politique. Voilà. Donc, ce sera jeudi 4 avril à 20h15, plus débat. Voilà, c'est une synopsis assez longue, c'est toujours assez compliqué avec Moretti. Donc, je vous invite à aller la lire sur le site de l'Odyssée ou allez voir le film et laissez-vous surprendre. Nanni Moretti, il y a de très bonnes choses. Voilà, il passe plusieurs fois, hein, sinon jusqu'au 13 avril, il passe. Mais le jeudi 4, 20h15, il y aura un débat. Enfin, à l'UGC, les crevettes pailletées. Eh oui. Alors attendez, je vous lis le synopsis. Attends, je crois que j'ai déjà entendu parler de ce truc. Je lis le synopsis, on s'énerve pas. Tu sais comment il a dû vendre son film au producteur, le gars? Ah bah voilà comme il l'a vendu. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, nous irons au bois. Synopsis. Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice-champion du monde de natation, est condamné à entraîner les crevettes pailletées. Une équipe de water-polo gay, davantage motivée par la fête que par la compétition. Cet explosif attelage va alors se rendre en Croatie, on ne sait pas pourquoi, pour participer aux Gay Games. Parce que Croatie, c'est un pays de water-polo. Ah oui, merci. Très fort en water-polo. Le plus grand rassemblement sportif homosexuel du monde. Le chemin parcouru sera l'occasion pour Mathias de découvrir un univers décalé qui va bousculer tous ses repères et lui permettre de revoir ses priorités dans la vie. Donc c'est une avant-première qui aura lieu le mercredi 3 avril 2019 à 20h à l'UGC Cinécité de Strasbourg. Séance suivie d'une rencontre avec l'équipe du film. Et je note que ce film a le prix spécial du jury au Festival de l'Alpe d'Huez. Alors, festival qui, cette année, a décerné son Grand Prix OCS à... Vous ne savez pas? Bah non. Mais... Évidemment, Lisa Azulejos, c'est son super film avec sa super fille et Sandrine Kiberlin, dont on avait parlé. Oui. Donc je suis pas trop sûr des prix que remet ce superbe festival. Voilà. Alors, Polémique Man. Oui, bien sûr. Oh, ici on ose. Attention. Parce que Lisa Azulejos, c'est celle qui a fait. C'est celle qui a réalisé le magnifique film LOL. Et son propre remake américain. Les deux sont absolument sublimes. Et son film sur Dalida également, un vrai téléfilm au cinéma. C'est très bien, Lisa. Continue comme ça. Alors, les sorties de la semaine avec la fameuse rubrique que tout le monde attend dans l'univers entier, qu'on nous jalouse. J'y vais pas. Eh ben moi j'y vais. Peut-être pas en fait. Alors, le premier film, un film avec, c'est pas un extraterrestre, mais c'est pas si loin. C'est Shazam. C'est pas du tout un alien. Shazam. Non, mais il a des pouvoirs d'un magicien. On ne sait pas. Un gosse. D'un autre monde. Non, mais pas lui. Il a des pouvoirs d'un magicien. Mais qui vient d'où le magicien? Et on ne sait pas. On ne sait pas. Du métro, a priori. C'est un gosse, le Shazam. Non. Bien sûr que alors, je répète pour la troisième fois, il a ses pouvoirs d'un magicien. Alors, je vais lire la synopsis. C'est un magicien qui vit dans le métro. Je vais lire la synopsis parce qu'il n'est pas convaincu. On a tous un super-héros qui sommeille au fond de soi. Tellement américain. Il faut juste un peu de magie pour le réveiller. Pour Billy Batson, gamin débrouillard de 14 ans placé dans une famille d'accueil, il suffit de créer Shazam pour se transformer en super-héros. Est-il capable de voler, de voir à travers n'importe quelle matière, etc. Bon, est-il Superman, en gros? Voilà. Alors, qui a envie de le voir? Écoute, j'en sais rien. Je suis assez allergique de ce que fait DC Comics depuis Justice League. Du coup, il a peur. Non, je sais. Ça a l'air d'être un film pour gosses, donc c'est pas trop ma cible. Hein, excusez-moi. Pourtant, tu en es encore. Oh là là. Non, franchement. Il y en a un d'entre nous qui a encore besoin de s'affirmer ici. Au départ, j'aurais dit non, mais j'en sais rien finalement. Fred. Ça a l'air d'être un film pour gosses, donc j'y vais.
C'est vrai que nous, ensemble, on a vu des sacrés films. C'est massif. On a vu les Puppets. Ah non, mais c'était pas pour enfants, c'est vrai. J'allais dire la même chose. Tu lis dans mon pensée. Ok. J'irai voir avec mon fils. Bon, bah moi, c'est une obligation d'aller voir tous les films super-héros, donc j'irai. C'est une obligation. C'est sous contrat. C'est sous contrat. Ouais, moi j'ai un contrat avec moi-même. Il a un contrat avec RBS. Alors ensuite, le film qu'on a fait une super émission sur les méchants extraterrestres. Captive States. Les extraterrestres ont envahi la Terre, occupé la ville de Chicago, qui se divise entre les collaborateurs, qui ont juré allégeance à l'envahisseur, et les rebelles qui les combattent dans la clandestinité depuis 10 ans. Ça nous rappelle certaines heures sombres de l'histoire. De notre histoire. Qui ira le voir alors, Michael. Ah oui, j'irai le voir. C'est un grand oui, j'ai l'impression. Fred. Ça a pas l'air d'être un film pour les enfants, mais je vais y aller. Tu vas dire idem comme Non, pas du tout. Non, parce que moi, quand je vois les images, j'ai l'impression que c'est un film Netflix, donc je vais pas y aller. Oh. Mais t'as pas tort. Non, ce qu'il y a, c'est que t'as pas tort. Oui, Netflix, j'ai un peu peur de ça. Ah, c'est des faux. Non, Netflix, quand ils produisent leur propre film, on parle bien de ça, c'est rarement. Et ça ressemble, il y a l'esthétique. Au début, je pensais que c'était un film Netflix. Ah bah non, il sort au cinéma, tiens. Ouais, non, c'est pas un film Netflix. Bah moi, j'ai quand même envie parce que. Tu es curieux. Non, mais le scénario me tente. C'est pas pour rien qu'on fait cette émission. Et on aime bien les extraterrestres. Alors, il y a Jeux du Soleil. Alors, je le cite, c'est un documentaire sur un sujet brûlant. C'est des gens qui ont suivi les Gilets jaunes. Et donc, dans le film, on voit, entre autres, François Ruffin, Jean-Michel Apathy et Christophe Barbier. Je crois qu'il y a aussi Frédéric Lordon. Voilà. Est-ce que ça vous intéresse d'aller voir un film sur les Gilets jaunes ou il y en a marre? Je ne me prononce pas. C'est un sujet important. Tu te prononces pas. Voilà. Michael. Pourquoi pas, ouais. Moi, je dis pourquoi pas. Moi, je ne veux pas, je vais jamais voir de documentaire. D'accord. Bah, c'est réglé. Alors, ensuite, Los Silencios. Nouria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère arrivent dans une petite île au milieu de l'Amazonie, aux frontières du Brésil, de la Colombie et du Pérou. Ils ont fui le conflit armé colombien, dans lequel leur père a disparu. Et la fin, attention, un jour, celui-ci réapparaît mystérieusement dans leur nouvelle maison. C'est Harlan Coben. C'est un extraterrestre. Donc, qui va le voir? Michael. Il est tête de voir au cinéma. Oh, comme il le fait bien! Ah là là. Attention, pas trop. Espagnol, LV2. Sinon, on va avoir des lettres pour nous taxer que c'est pas bien, on fait la discrimination en faisant des mauvais accents. Fred. Yavol. Je crois pas. Yavol. Je vais aller le voir. Oh, alors là, c'est nos voisins qui vont venir se plaindre. Moi, non. Après, c'est les Brésiliens. Non. Eh ben, moi, ça m'intéresse assez, je dois bien le dire. Alors, le prochain film, j'adore le titre. Tel Aviv on Fire. Ah, alors, je le citais avant. En ce moment, ouais, c'est ça. C'est des films d'action algériens, tu sais. Non. Je sais que c'est israélien, mais le film algérien dont tu parles, ça s'appelait Le Soleil, je ne sais quoi. Il y avait Mike Tyson dedans. Ouais, mais ça fait trop. Ah ouais. Ouais, un film algérien d'action. C'était absolument fantastique. Et Laurie aussi. Non, mais le cinéma algérien, bon, on va dire qu'il a des difficultés, mais le cinéma israélien est très vivant et fait de très bonnes choses, vraiment. Il y a eu M sur le viol de rabbin dans une petite ville ultra-orthodoxe près de Jérusalem. Ensuite, il y a le film Synonyme d'un super réalisateur israélien. Et donc cette semaine, Tel Aviv on Fire, film de Sameh Zohabi. Donc Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est palestinien. Et stagiaire sur le tournage de la série arabe à succès Tel Aviv on Fire. Tous les matins, il traverse le même checkpoint pour aller travailler à Ramallah. Un jour, Salam se fait arrêter par un officier israélien assis, fan de la série, et pour s'en sortir, il prétend en être le scénariste. Voilà, alors en ce moment, les Israéliens sont vachement créatifs, ils ont des scénarios... alors souvent, ça se passe évidemment chez eux, et chez eux, c'est un peu tendu, mais ils arrivent à créer là-dessus, je trouve ça assez formidable, ça me donne assez envie. Et vous, messieurs? Le pitch, il donne envie un peu, finalement. Ouais, c'est un peu... Why not? Voilà, ça va être tendu, on le sent, mais ça peut être à la fois, je sais pas, j'ai l'impression que ça va être drôle, tendu. J'aime bien ce qu'ils font en ce moment, nos amis israéliens et palestiniens, qui sont pas toujours amis les uns les autres, mais ça, je ne peux rien y faire, désolé. Mon inconnu, ensuite, du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde où il n'a jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie. Comment va-t-il s'y prendre pour reconquérir sa femme, devenue une parfaite inconnue? C'est déjà vu, non, un peu, non? Je sais pas, moi je cite les films qui passent, qui vont passer. J'ai l'impression que Michael n'y va pas. Je sais pas pourquoi. Je le sens. Tu veux, intéressant. Michael, on y va? Pourquoi pas? J'ai un petit peu fleur bleue comme ça, tu vois. Il est souriant là, il est souriant. Avant il a fait je fais des accents si je veux. Non. Ah, d'accord. Ça peut être intéressant. Attends, je suis pas souvent voir des films français au cinéma, donc. Il faut.
Il y avait le Grand Bain l'année dernière, c'était super. Voilà. Il y a le Chant du Loup cette année avec. Voilà. Fred nous en a parlé en off. Je pense qu'il a beaucoup aimé les films. Donc pour voir François Civil, je vais y aller le voir. Ouais, voilà. Il est beau. Il est beau gosse. C'est vrai. Il est mignon. Donc tout le monde y va du coup, c'est ça. Tout le monde y va pour François Civil parce que c'est des beaux gosses. C'est de l'âge aussi, je crois. Non, c'est Joséphine Japon. Les cinéphiles, tu sais, on y va, il est beau gosse. Non, sérieusement, j'ai vu le Chant du Loup hier, c'est vraiment, il est vachement bien. Et ben voilà, c'est là-dessus que notre émission va se. Elle a bien terminer. commencé, mais elle a mal terminé. Hein. Ah bah désolé. J'ai zappé la lutte des classes avec Edouard Baird, mais je pense que personne va y aller. Oh là, mais là tu vois, ça a failli plus mal se terminer. Non, mais là tu en parles quand même, donc on est obligé quand même de le dire. Non, c'est horrible. C'est horrible. Donc, on termine l'émission. Voilà, Edouard Baird, Leila Bekti, j'ai très peur. On termine l'émission là-dessus. Vous avez rendez-vous avec La Voix du Portugal juste après. Restez sur RBS. Venez nous voir sur les réseaux sociaux d'RBS et aussi sur la page Facebook de Fin de Séance et aussi sur le YouTube de Fin de Séance et aussi. Venez nous croiser dans les cinémas de la ville. Le cinéma, c'est super. Bon. Salut Mickaël, salut Fred, merci à tous les deux. Mars Attack pour terminer la BO de Mars Attack. Ah non, prochaine émission la semaine prochaine. Stephen King au cinéma. Ah, il est à fond. Voilà. Il est à fond. Et pourquoi? Parce que c'est Mickaël qui a trouvé ce thème. Gloire à lui. Merci Mickaël. Sans toi, nous ne sommes rien. Mars Attack, soundtrack, man, titles. Merci Christian, à toi. À la semaine prochaine. À tout le monde. Bisous. Ciao.